Lors du pique-nique de famille, ma sœur a levé son verre et a dit, à celle qui se présente fauchée, invisible, et qui m'en dit l'amour. Mes parents ont applaudi. Je me suis levé et j'ai dit, à celle qui est désespérée et qui, toute la table est devenue silencieuse. Ma sœur a levé son verre de champagne devant 40 personnes et a souri comme si elle me rendait service. Elle m'a regardé droit dans les yeux, a laissé le jardin se taire, et a dit à Elena, celle qui a passé ses meilleures années invisible, à nettoyer après tout le monde, trop effrayée pour construire une vraie vie. Elle a ri, a incliné la tête. Le cas de charité de la famille qui se présente toujours quand on l'appelle, fauché, désespéré, et complètement inutile. Ma mère s'est mise à applaudir avant même que la phrase ne soit terminée. Mon père a ri brièvement, fort, le genre de rire qui est en réalité un signal pour les autres personnes dans la pièce. Voyez, ça nous convient. Nous sommes le genre de famille qui dit les vérités difficiles. 38 parents ont levé leur verre. Et là, dans le jardin de mes parents à Tucson, en Arizona, avec des guirlandes lumineuses au-dessus et un photographe qui tournait autour, la femme qui me devait 134 000 $ m'a traité de cas de charité devant les gens dont elle se souciait le plus de l'opinion. Elle n'avait aucune idée de ce que j'allais faire. Mais avant de vous montrer ce qui s'est passé ensuite, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est là-bas. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes qui étaient censées vous aimer, abonnez-vous car cette histoire est pour vous. Mon nom est Elena Vasquez. J'ai 34 ans. Je dirige la division des opérations financières pour une entreprise de logistique régionale à Phoenix. Je supervise un budget de 22 millions de $ par an. Je gère une équipe de 11 analystes. Je n'ai jamais été en retard sur une échéance. Et en 7 ans avec cette entreprise, je n'ai jamais perdu un client. Personne dans ma famille ne savait tout cela. Pas parce que j'avais menti. Parce qu'ils n'avaient jamais demandé. Ils savaient que je faisais quelque chose avec les chiffres. Ma mère a une fois décrit mon travail à sa sœur comme de la comptabilité, je crois, ou peut-être de la paix. Mon père savait que je travaillais dans un bureau. Ma sœur, Marisol, disait à ses amis que je travaillais dans l'administration quelque part. Je conduisais une Accord de 4 ans. Je portais des vêtements de magasin de milieu de gamme. Mon appartement était propre et simple. Une chambre, 720 $ par mois. Nord de Phoenix. Je cuisinais à la maison la plupart des soirs. Je ne postais pas sur mon salaire ou mes promotions ou la structure de bonus qui avait ajouté 6 chiffres à ma valeur nette au cours des 4 dernières années. Je vivais simplement, tranquillement et bien, comme ma grand-mère me l'avait appris. Mais laissez-moi vous dire ce qui se passait sous la surface, car c'est là que réside la vraie histoire. Ma grand-mère maternelle, Clara Reyes, est décédée il y a 14 mois. Elle avait 78 ans. Cancer du poumon, le genre qui évolue rapidement et ne négocie pas. J'étais avec elle toutes les semaines pendant ces 8 derniers mois, conduisant les 40 minutes de Phoenix à Mesa le jeudi après le travail. La plupart des samedis matins. J'apportais de la nourriture qu'elle pouvait réellement manger, je gérais ses médicaments, je coordonnais avec l'équipe de soins palliatifs lorsque l'hôpital ne communiquait pas correctement. Ma mère a visité 2 fois pendant ces 8 mois, disant que l'odeur de l'hôpital lui provoquait de l'anxiété. Ma sœur a envoyé des fleurs une fois, en a parlé sur Instagram. Grand-mère n'avait pas de smartphone, donc elle ne l'a jamais vu. Moi. Oui. La légende disait, j'envoie de l'amour à la femme la plus forte que je connaisse. La famille, c'est tout. Je me souviens avoir lu ça sur le parking de l'hôpital et y avoir réfléchi longtemps. Lorsque grand-mère Clara est décédée, son avocat a contacté notre famille. Un homme nommé Donald Park. Doux et méthodique, gérait ses affaires depuis 20 ans. Il a envoyé des lettres
certifié à ma mère, ma tante, ma sœur et moi, demandant notre présence pour une lecture formelle. Ma mère n'y est pas allée. Conflit d'horaire. Ma sœur n'y est pas allée. A dit qu'elle avait une réunion avec un fournisseur. Elle ne pouvait pas bouger. Je suis allé, je me suis assise seule dans le bureau de Donald Park avec l'odeur de vieux livres et le bourdonnement d'un climatiseur de fenêtre. Il a ouvert le dossier. A lu la section pertinente. À mon petit-fille. Elena Vasquez, qui s'est présentée quand se présenter était difficile, qui a choisi la présence plutôt que la commodité, qui a compris que l'amour n'est pas une légende, je laisse la totalité de ma succession, la maison sur Bearwood Drive, les comptes d'épargne. La police d'assurance vie, tout cela. Elle l'a mérité en me donnant ce que les autres ne pouvaient pas, son temps. Donald a fermé le dossier, m'a regardé. La maison était payée depuis 1989. Dans le marché actuel de Mesa, elle a été évaluée à 490 000 $. Les comptes d'épargne contenaient 92 000 $. L'assurance vie a versé 210 000 $. 792 000 $. J'avais 33 ans. Je suis rentré chez moi en silence. Je n'ai rien dit à personne. J'ai vendu la maison 4 mois plus tard pour 58 000 $ après les frais et les frais de clôture. J'ai rencontré un gestionnaire de patrimoine nommé Patricia Oy, qui m'avait été recommandé par Donald Park. Nous avons construit un portefeuille conservateur, des fonds indiciels larges, des obligations municipales, un compte d'épargne à haut rendement pour la liquidité. Au moment où le pique-nique de fiançailles a eu lieu, 14 mois après la mort de grand-mère, ma valeur nette s'élevait à un peu moins de 1,1 million de $. J'ai gardé le même appartement, la même voiture, la même vie, et j'ai continué à écrire des chèques à ma sœur. C'est la partie que je dois expliquer, car les gens demandent toujours, si vous aviez de l'argent, pourquoi avez-vous continué à en donner à quelqu'un qui vous traitait mal? Et la réponse honnête est que l'amour ne cesse pas de fonctionner simplement parce qu'il est utilisé contre vous. Pas tout de suite. Il faut du temps. Il faut un moment spécifique avant de comprendre enfin ce que vous faisiez. Pour moi, ce moment fut le toast. Mais le schéma a commencé 4 ans avant le pique-nique. Au début de 2022, Marisol avait lancé son entreprise de planification d'événements en 2020. Elle avait 32 ans à l'époque et elle avait l'énergie, l'esthétique et l'instinct des médias sociaux que ce type de travail exige. Son Instagram était magnifiquement curaté. Avec des tables dressées, des cérémonies éclairées aux bougies, des couples se regardant comme s'ils avaient inventé l'amour. Elle avait 12 000 abonnés la première année. Elle recevait des demandes. Ce qu'elle n'avait pas, c'était la moindre compréhension de la trésorerie. En février 2022, elle m'a appelé d'un parking, la voix tendue, essayant de ne pas pleurer. Elle avait reçu des acomptes pour 4 événements et les avait utilisés pour couvrir ses frais de marque, son site web, la location de son studio, son équipement, le chaos habituel d'une nouvelle entreprise. Sauf que 2 de ces événements étaient dans 6 semaines, et elle devait payer les fournisseurs en totalité avant qu'ils ne livrent. Elle avait besoin de 22 000 $. J'avais 48 000 $ d'économie à ce moment-là, construit au fil des années de vie disciplinée et d'une correspondance d'entreprise sur mon 401 CAC que je maximisais depuis mes 25 ans. Je lui ai transféré 22 000 $ cette semaine-là. Elle a dit qu'elle me les rendrait dans 4 mois. J'ai dit, prends ton temps. 4 mois plus tard, rien. Je n'ai pas demandé. Demander donnait l'impression d'admettre que j'en avais besoin. Et j'avais été élevé pour croire que avoir besoin de quelque chose de quelqu'un qui a déjà moins que vous est sa propre forme d'échec. Alors, je suis restée silencieuse, les vues postèrent sur un trimestre record, et je me suis dit que c'était ce que faisaient les sœurs.
6 mois plus tard, j'ai reçu un autre appel. Celui-ci concernait des dettes. 3 factures de fournisseurs qu'elle avait reportées. Un photographe menaçant d'aller au tribunal des petites créances. Un fleuriste qui avait arrêté de répondre à ses emails parce que le chèque qu'elle lui avait envoyé avait été 2 fois sans provision. Dommage. Total $31 000. J'étais assise à ma table de cuisine quand elle a appelé. Mangeant des restes de riz et de poulet, payant des factures en ligne d'une main. Et tenant mon téléphone de l'autre. Je me souviens que la lumière du plafond bourdonnait faiblement et ce depuis 2 semaines et que j'avais toujours voulu remplacer l'ampoule. J'ai viré $31 000 depuis mon ordinateur portable professionnel. Elle a dit, tu me sauves littéralement la vie en ce moment. J'ai dit, assure-toi juste qu'ils arrêtent de t'appeler. Le fleuriste a arrêté d'appeler. Le photographe a été payé. Les marques de rejet sur son compte ont été effacées. Et le compte Instagram de Marisol a diffusé une story. Ce week-end d'un shooting stylisé qu'elle avait organisé. Rose blanche. Accent doré, un couple de mannequins dans une décapotable. Douce lumière dorée. De Tucson. Légende, construire quelque chose de beau demande du temps et des sacrifices. Si reconnaissante pour le voyage. J'ai aimé la publication. Un emoji. Cœur. Elle n'a jamais répondu. La 3e fois, c'était au printemps 2023. Le propriétaire de son entreprise augmentait le loyer de son studio de 60%. Soit elle signait le nouveau bail au nouveau tarif, soit elle perdait l'espace et l'identité esthétique qu'elle avait construite autour. Elle ne pouvait pas se permettre de rester et elle ne pouvait pas se permettre de partir. Je lui ai donné $18 000 pour couvrir 6 mois du nouveau tarif pendant qu'elle trouvait un plan à plus long terme. Elle a quitté le studio 4 mois plus tard pour un espace de coworking 40% moins cher, mais elle n'a pas rendu la différence. Ne l'a pas mentionné. Début 2024, j'avais reçu exactement $0 sur le total combiné de $71 000 que je lui avais donné sur 2 ans. Je savais intellectuellement que cela était devenu autre chose que des prêts. Mais je continuais de l'appeler des prêts dans ma tête, car l'alternative, c'est-à-dire que je finançais un style de vie pour quelqu'un qui n'avait aucune intention de me rembourser et aucune conscience de ce que cela me coûtait de donner, était trop lourde à porter tout en allant travailler tous les jours. Ce que je n'avais pas entièrement apprécié jusqu'à beaucoup plus tard, c'est ce que cela faisait à la façon dont Marisol me voyait. Elle ne pensait pas à moi comme quelqu'un qui lui avait discrètement écrit des chèques pendant 2 ans. Elle pensait à moi comme quelqu'un qui avait besoin d'être utile, quelqu'un qui, dans son architecture mentale, était en dessous d'elle, moins visible, moins glamour, moins important. Et dont le travail était de lui faciliter la vie. Elle pensait à moi comme Elena, sa sœur modeste, qui travaillait dans l'administration, sa petite sœur. Discrète, celle qui ne se plaignait jamais, celle qui était toujours disponible. La sœur fiable, commodément invisible. Le cas de Charité. J'aurais dû le voir plus tôt. Les signes étaient là. Lors d'un dîner de cousins en octobre 2023, ma tante Rosa m'a demandé comment allaient les choses et avant que je puisse répondre, Marisol a coupé, « Oh, tu sais Elena, elle est occupée. » Elle a ri. Et passé à autre chose. J'étais là. À Noël 2023, ma mère a fait un commentaire sur le cadeau que j'avais apporté. Une écharpe en cachemire et une belle bougie. Elle a dit, c'est gentil, Elena. Très pratique, puis a déballé le cadeau de Marisol, une œuvre d'art personnalisée qu'elle avait commandée, et l'a tenue. Comme si c'était un Picasso. Marisol, c'est trop. Tu n'aurais pas dû. Et Marisol a souri et a dit, rien n'est trop pour cette famille. Tout le monde était d'accord. Je n'ai pas dit que l'œuvre d'art avait été achetée avec l'argent qu'elle m'avait emprunté le printemps précédent. Je suis rentré ce
Soir-là, me suis assise sur mon canapé dans le noir pendant 20 minutes, puis je me suis levé et j'ai fait du thé. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste noté. Et puis est arrivé janvier 2025 et Marco Ibarra. Marco était le petit ami de Marisol. Depuis 14 mois, bientôt son fiancé. Il venait d'une famille aisée. Son père dirigeait une chaîne régionale de concessions automobiles dans le sud de l'Arizona. Sa mère avait été avocate d'entreprise pendant 30 ans avant de prendre sa retraite dans une propriété à Sedona. Les Ibarra étaient le genre de personnes qui n'annonçaient pas leur richesse. Ils avaient simplement de bonnes chaussures et une façon de poser des questions qui semblaient être des évaluations. Quand Marisol m'a dit que Marco allait faire sa demande, sa première préoccupation n'était pas l'amour, le timing ou même la bague. Sa première préoccupation était la fête de fiançailles. Il faut que ça ait l'air réel. Elle m'a dit que les Ibarra seraient là et qu'ils avaient des standards. Je veux que ça ait l'air que cette famille est unie, établie, confiante. Je lui ai demandé ce dont elle avait besoin. Elle a dit, 26 000 $ pour la location de la salle, l'acompte de la restauration, les fleurs, le photographe, un fond personnalisé, un guitariste, et une section entière du budget qu'elle a décrite. Comme des coups d'image. Quand j'ai demandé ce que cela signifiait, elle a dit. Tu ne comprendrais pas. La présentation est tout dans mon monde. J'ai viré les 26 000 $ en 2 paiements, espacés de 10 jours. Le pique-nique de fiançailles était prévu pour un samedi après-midi en avril. Le jardin de mai. Parents décorés par l'équipe de Marisol, photographiés par le même gars qu'elle. Utilisé pour ses shootings stylisés. Les Ibarra sont arrivés dans un SUV noir. La mère de Marco, Renata, avait la posture de quelqu'un qui ne sait jamais pressé dans une pièce. Je suis arrivé dans ma Accord, garée à côté du ranch Rover de Marco, j'ai apporté une bouteille de vin, une bonne, pas assez chère pour se vanter, juste assez bonne pour être sincère. Je portais un jean foncé, un chemisier crème, des ballerines simples. Rien qui annonce quoi que ce soit. Rien qui demande de l'attention. Les murmures ont commencé près du bar à boisson. J'ai entendu l'amie de Marisol, Valentina, dire quelque chose puis baisser la voix. Le rire de Marisol en réponse. Je n'ai pas saisi les mots. J'ai saisi leur forme. Je me suis assise là où le plan de table de Marisol m'avait placé, au bout de la table près de la clôture arrière, loin des Ibarra, loin de l'arche de fleurs, loin du centre, une afterthought à qui on a donné une chaise. Mon père portait une chemise en lin que je n'avais jamais vue auparavant, je savais que la robe de ma mère était le genre de chose que l'on choisit quand on essaie d'impressionner quelqu'un, ses cheveux venaient d'être coiffés. Marisol se tenait au bout de la table dans une robe de soie rose qui coûtait probablement 800 $ et en avait l'air. Elle a levé son verre. J'ai pris le mien. Elle a commencé à parler de gratitude, d'amour, de construire quelque chose de réel, des gens qui comprenaient ce que signifiait avoir de la volonté, de la vision et de l'ambition. Ses yeux ont balayé la table, se sont arrêtés sur les miens. Puis elle l'a dit à Elena, celle qui a passé ses meilleures années invisible, à nettoyer après tout le monde, trop effrayée pour construire une vraie vie. Le sourire n'a jamais vacillé, le cas de charité de la famille qui se présente toujours quand on l'appelle. Fauché, désespéré, et complètement inutile. Ma mère a applaudi. Mon père a ri. 38 personnes ont levé leur verre. Renata Ibarra n'a pas levé le sien. Marco n'a pas levé le sien. Et j'ai posé ma flûte de champagne sur la nappe blanche. Très doucement, j'ai senti la tige fraîche entre mes doigts avant de la lâcher. J'ai regardé ma sœur de l'autre côté de la table et j'ai pensé clairement pour la première fois depuis 4 ans. Ça suffit. Le silence après le toast de Marisol a duré peut-être 4 secondes. 4 secondes où 38 personnes ont tenu leur verre en l'air et l'appareil
Photo du photographe a cliqué et les guirlandes lumineuses ont bourdonné. Au-dessus et le soleil de l'après-midi était tiède et indifférent sur nous tous. Puis le rire s'est calmé et la conversation a repris et Marisol est passée à autre chose comme si elle avait dit quelque chose de charmant. Je suis resté assise, les mains croisées sur les genoux, et je n'ai pas bougé. Il y a une version de ce moment que les gens attendent. Celle où la personne offensée pleure ou s'excuse pour aller aux toilettes ou sourit à contre-cœur et avale la pilule. La version où l'humiliation fonctionne comme elle est censée fonctionner, où elle réduit la cible et agrandit la personne qui l'a délivrée. Cette version n'allait pas se produire aujourd'hui. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. La décision que j'ai prise à ce moment-là de me lever, de parler, de mettre fin à 4 ans de silence devant 40 personnes, y compris la famille de Marco, n'a pas été prise en 4 secondes. Ce n'était pas impulsif. Ce n'était pas émotionnel. Cela s'accumulait depuis des mois tranquillement. Comme l'eau s'accumule derrière un barrage. Le toast n'était pas la cause. Le toast était simplement le moment où j'ai choisi d'ouvrir la porte. Parce que je m'y préparais, pas spécifiquement pour le toast. Je ne savais pas quel allait dire ces mots exacts, mais je savais avec le genre de certitude profonde et stable qui vient d'années à observer une répétition de schéma qu'un moment comme celui-ci allait arriver. Que le besoin de Marisol de performer sa supériorité devant les Ibarra nécessiterait éventuellement de m'utiliser comme accessoire. Je serais le contraste qui la ferait briller. La sœur terne qui n'a jamais rien accompli. Le compte de mise en garde. J'avais simplement décidé 3 semaines avant ce pique-nique que je ne serais plus un accessoire. Laissez-moi vous ramener à là où cette décision a commencé. Elle a commencé par un mardi matin en mars, 6 semaines avant la fête de fiançailles. J'étais à mon bureau. À 7h15, le café refroidissant à côté de mon clavier, en train de relire un contrat de fournisseur pour un client de logistique à Flagstaff. Mon téléphone était posé face vers le haut à côté de ma souris. Et à 7h42, il s'est allumé. Avec un SMS de Marisol. Le SMS faisait 11 phrases. Le résumé était le suivant. Elle avait besoin de $8,500. La raison était un acompte fournisseur pour 2 mariages qu'elle avait réservés pour juin. La promesse était qu'elle me les rendrait dans les 60 jours, dès que les paiements finaux des clients seraient reçus. Le ton était chaleureux, urgent, légèrement excusé, et entièrement familier. J'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone face vers le bas et je suis retourné au contrat fournisseur. Je n'ai pas répondu ce jour-là. Pour la première fois en 4 ans, je n'ai pas viré d'argent dans les 24 heures suivant la demande. Je veux vous dire ce que cela a ressenti, car c'est important. Cela ne m'a pas donné un sentiment de pouvoir. Cela ne ressemblait pas à une vengeance. Cela ressemblait à retirer sa main de quelque chose de chaud et à rester très immobile parce qu'on avait enfin compris que la chaleur n'avait jamais été accidentelle. Ce soir-là, j'ai ouvert un tableur. Je fais ça professionnellement. Je suis des chiffres. Je trouve des schémas. Je raconte l'histoire que le bilan raconte réellement plutôt que celle que les gens veulent qu'il raconte. J'ai appliqué la même discipline à ma propre histoire avec ma sœur. Février 2022, $22 000 d'acompte fournisseur, frais d'événement promis. En retour dans 4 mois. Septembre 2022, $31 000 de dette de photographe. Facture de fleuriste, paiement rejeté promis en retour dans 90 jours. Avril 2023, $18 000 de loyer de studio, frais d'exploitation, promis en retour. Dans l'année. Juillet 2023, $11 000, un décalage de trésorerie entre 2 gros événements, un prêt rapide qu'elle avait dit au maximum 3 semaines. Novembre 2023, $9 000, location de matériel et personnel de dernière minute. Pour un événement de vacances. Janvier 2024, $15 000. Elle a dit que c'était ça.
Réservation la plus importante jusqu'à présent, un événement d'anniversaire. D'entreprise qui ouvrirait de grandes portes. Elle avait besoin d'avancer les coûts des fournisseurs avant que la compte du client ne soit réglé. Août 2024, 26 000 $, la fête de fiançailles, la transformation du jardin de mai. Parents, le projet d'impression des Ibarra. J'ai ajouté une colonne sur le côté droit du tableur. Montant remboursé. J'ai parcouru tous les relevés bancaires. Depuis février 2022. Tous les virements entrants, tous les Venmo, toutes les chèques. La colonne est restée vide. 132 000 $ sur 4 ans remboursés. 0. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assise dans ma cuisine pendant longtemps. Le réfrigérateur bourdonnait. Une voiture est passée dehors. J'entendais mon voisin du dessus bouger, ce craquement familier des pas traversant un salon. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Et honnêtement, jamais. Pas le genre de colère ardente qui vous fait dire des choses que vous regrettez. Ce que je ressentais était plus clair que la colère. Plus froid. Comme le sentiment que l'on éprouve lorsqu'un problème mathématique sur lequel on travaille enfin se résout et que la réponse est plus simple et pire que ce que l'on attendait. Elle ne me rembourserait jamais. Pas parce qu'elle n'avait pas d'argent parfois, mais parce que dans son modèle mental de notre relation, elle n'empruntait pas à une égale. Elle recevait d'une ressource. Je n'étais pas sa sœur dans ses transactions. J'étais un mécanisme, une fonction, quelque chose qui existait pour résoudre ses problèmes et qui retournait ensuite en arrière-plan. J'ai ouvert mon téléphone, suis retourné à travers 4 ans de messages textes entre nous. J'ai lu chaque demande, chaque promesse, chaque année, littéralement en train de me sauver la vie, et je ne l'oublierai pas, et juste jusqu'au mois prochain, je le jure. Puis j'ai lu les messages entre-temps. Ceux où elle parlait de son entreprise, de ses clients, de sa vie. Ceux où elle décrivait un week-end à San Diego sans mentionner comment cela était financé. Ceux où elle me parlait d'un nouvel équipement qu'elle avait acheté pour le studio 3 semaines après que je lui ai donné de l'argent pour le loyer. J'ai lu un échange d'octobre 2023, 4 mois après que je lui ai donné 11 000 $ pour un décalage de trésorerie, où elle mentionnait négligemment qu'elle s'était offert un week-end spa à Sedona parce que, il faut investir en soi pour pouvoir se présenter aux clients. J'ai noté la date, croisée avec le tableur. Ensuite, j'ai commencé un deuxième document, propre, organisé, clinique. Chaque transaction avec sa date, son montant, son but déclaré, et les mots exacts qu'elle avait utilisés en demandant. J'avais les messages textes. J'avais les virements bancaires avec horodatage. J'avais des reçus Venmo. J'avais des emails. Je suis directrice des opérations financières. Je sais comment fonctionne la documentation. Je sais à quoi ressemble une piste de papier lorsqu'elle est construite délibérément par opposition à lorsqu'elle est assemblée après coup. La mienne était impénétrable. J'ai sauvegardé le document dans un dossier sur mon disque crypté, intitulé simplement « Record ». Ensuite, j'ai appelé Patricia OAY, ma gestionnaire de patrimoine. Patricia n'est pas quelqu'un qui s'emballe. Elle a l'énergie calme et mesurée d'une personne qui a passé 2 décennies à regarder les gens prendre d'excellentes décisions et des décisions catastrophiques, souvent au sein de la même famille. Je lui ai donné la version courte. Elle m'a posé 2 questions. La première était de savoir si j'avais besoin de l'argent en retour. La seconde était de savoir quel résultat je voulais réellement. Je n'avais pas besoin de l'argent en retour. Mon portefeuille avait considérablement augmenté. 132 000 $ n'était pas une somme triviale, mais cela n'allait pas changer ma retraite. Ce que je voulais était plus difficile à nommer. Je voulais arrêter d'être invisible pour les personnes qui auraient dû le mieux me voir. Patricia a dit, alors l'argent est un
outil, pas le but. Utilisez-le comme tel. C'était la conversation qui a tout cristallisé. Au cours des 3 semaines suivantes, je n'ai pas contacté Marisol, je n'ai pas répondu au SMS de $8500, je n'ai pas contacté mes parents. J'ai vécu ma vie normale. Je suis allé au travail, j'ai géré mon équipe, j'ai revu des contrats, j'ai dîné à la maison la plupart des soirs. J'ai fait une promenade tous les matins avant 7 heures. Vu de l'extérieur, rien n'avait changé, mais je regardais. Marisol a envoyé un SMS de suivi 9 jours. Après le premier ton plus doux cette fois, un peu confus que je n'ai pas répondu. Elle a dit qu'elle comprenait si les choses étaient difficiles, mais qu'elle avait vraiment besoin d'une réponse. Je l'ai lu et je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un SMS à nouveau 4 jours plus tard. Plus court, plus direct. Elle a dit qu'elle allait m'appeler si je ne répondais pas. Elle a appelé 2 jours plus tard. Je l'ai laissé tomber en messagerie vocale. Le message durait 3 minutes, un mélange de décontracté et d'urgent, se terminant par « Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais j'ai besoin de toi en ce moment. Peux-tu simplement me rappeler ?» J'ai noté la date et l'heure du message vocal dans mon document. Ce que je surveillais, ce que je suivais pendant ces 3 semaines, c'était la façon dont elle gérait mon absence, si elle en avait parlé à nos parents, si elle l'avait mentionné lors du dîner qu'elle avait eu avec eux le samedi suivant. Son premier SMS. Si l'histoire qu'elle avait construite sur pourquoi j'étais silencieuse impliquait une quelconque auto-réflexion. J'ai découvert plus tard, par l'intermédiaire de ma cousine Diane, qui était à ce dîner samedi, que Marisol avait dit à nos parents que j'étais étrange, que j'étais probablement stressée par quelque chose au travail, qu'elle espérait que je ne traversais pas quelque chose. Elle l'avait dit avec juste assez d'inquiétude pour jouer le rôle de la sœur attentionnée sans mentionner une seule fois qu'elle avait une demande en suspens de $8500 qui n'avait pas été répondue dans mes SMS. Elle ne leur a pas parlé de la demande parce que parler de la demande nécessiterait d'expliquer pourquoi elle avait besoin de $8500. Et expliquer cela nécessiterait d'expliquer la dette. Et expliquer la dette nécessiterait de démanteler toute l'image qu'elle avait construite pour nos parents. L'image de la Marisol Vasquez. Florissante, en pleine croissance, prospère, entrepreneur événementiel. Visionnaire créative, la fille qui avait accompli quelque chose. Elle ne pouvait pas se permettre cela. Alors, à la place, j'étais étrange et stressé. J'ai continué à regarder. 2 semaines avant le pique-nique, mon père m'a appelé. Dimanche après-midi, pendant que je faisais une promenade, il m'a demandé comment j'allais. J'ai dit « bien, bien ». Le travail était chargé. Il m'a demandé si je venais à la fête de fiançailles. J'ai dit « oui ». Il a dit « bien. Ta sœur a besoin de toute la famille là-bas. C'est un grand moment pour elle. » Il n'a pas demandé de mes nouvelles. N'a pas demandé sur quoi je travaillais, ce vers quoi j'étais en train de construire, si j'allais bien. Au-delà du bien et du bon que j'avais offert. Il m'a demandé si j'étais disponible pour servir d'arrière-plan dans le moment de ma sœur. J'ai dit que je serais là. Après avoir raccroché, je suis resté sur le trottoir un moment. Lumière du matin. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée dans le jardin de quelqu'un. Un chien aboyait à 2 rues de là. J'ai pensé à ma grand-mère Clara. À la dernière vraie conversation que nous avions eue 2 semaines avant ça. Mort. Elle avait passé une bonne journée, claire, présente, plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Nous étions assises sur le petit patio à l'extérieur de sa chambre, celui qui recevait le soleil de l'après-midi. Elle buvait du thé et je mangeais une barre de céréales parce que j'étais venu directement d'une réunion du matin et que je n'avais pas pris de petit déjeuner. Elle a dit, tu portes des choses qui ne sont pas à toi. J'ai dit, ça ne me dérange pas. Elle a dit, c'est ça le problème.
Et puis elle m'a regardé avec l'attention particulière qu'elle m'avait toujours portée, celle qui vous faisait sentir comme si vous étiez la seule personne dans une pièce. Même quand la pièce était vide. Tu as été élevé pour être utile. Tu t'es rendu invisible pour que les autres puissent être visibles. Ce n'est pas de l'amour, Elena. C'est de l'effacement. Je n'avais pas su quoi dire. Alors, j'ai fini la barre de céréales et j'ai changé de sujet. Debout sur ce trottoir de semaine avant le pique-nique, j'ai enfin su ce que j'aurais dû dire. Tu as raison. Et j'en ai fini. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai relu mon document une dernière fois. Chaque transaction. Chaque date, chaque promesse. J'ai ajouté les messages vocaux, j'ai ajouté les captures d'écran des SMS, j'ai tout organisé chronologiquement et par montant. Ensuite, j'ai fait une chose de plus. J'ai imprimé une seule page, propre, sans formatage, juste une liste, cette entrée, date, montant, objectif, résultat. Au bas, un total de 132 000 $. Montant remboursé 0. Je l'ai plié une fois. Mise dans mon sac. Le matin du pique-nique, je me suis habillé avec soin, non. Pas pour impressionner quelqu'un, non pas pour jouer un rôle. Je portais ce que je porte. Jean foncé, chemisier crème, ballerine simple. Je me suis regardé. Dans le miroir de la salle de bain pendant environ 10 secondes, j'ai mis les petites boucles d'oreilles en or de ma grand-mère. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, garée à côté du Range Rover de Marco et d'une berline Ibarra qui coûtait probablement plus qu'une année de revenus réels de mon activité de sœur. J'ai apporté la bouteille de vin à l'intérieur, je me suis assise au bout de la table et j'ai attendu. Quand Marisol a levé son verre et a dit ce qu'elle a dit, quand ma mère a applaudi et mon père a ri et que 38 personnes ont décidé que mon humiliation était leur divertissement, je suis resté complètement immobile et j'ai laissé faire. Puis j'ai posé ma flûte de champagne, j'ai pris mon sac, j'ai posé le papier plié sur la table devant moi. J'ai ouvert mon téléphone sur l'application bancaire que j'avais ouverte ce matin-là, et j'ai laissé ouvert. J'ai levé les yeux. Les yeux de Renata Ibarra étaient déjà sur moi. Je me suis levé lentement. La façon dont on se lève. Quand on a pris une décision, et que la décision est définitive, et qu'il n'y a aucune version des prochaines minutes où l'on change d'avis. La table est devenue silencieuse par section, j'ai dit. Marisol, j'aimerais répondre à ton toast. Ce qui est une pièce qui vient de devenir silencieuse, c'est qu'elle devient sa propre forme de pression. Chaque personne à cette table l'a ressenti. Le passage du rire à l'attention. La façon dont 38 personnes ont arrêté de tendre la main vers leur verre et ont commencé à regarder à la place. Le photographe a baissé son appareil. Le sourire de Marisol est resté sur son visage, mais a perdu ce qui le propulsait de l'intérieur. Il est devenu une forme sans source. Elle a dit, Elena, ce n'est pas le moment de. Tu viens de rendre le moment, ai-je dit. Ma voix était égale, pas forte, pas aiguë, juste claire. La façon dont un chiffre est clair lorsqu'il a été vérifié. Et vérifié, et que l'on sait avec une certitude absolue qu'il est correct. Il n'y avait pas de performance là-dedans. Je n'essayais pas de paraître forte. Je n'allais tout simplement plus faire semblant. Et l'absence de prétention sonne différemment de toute autre chose. J'ai regardé autour de la table, j'ai croisé le regard de ma mère en premier, puis de mon père, puis de Renata Ibarra, qui me regardait avec l'attention concentrée de quelqu'un qui a passé une carrière à évaluer ce que les gens disent par rapport à ce qu'ils veulent dire. J'ai déplié le papier que j'avais posé devant moi. Puisque nous parlons de qui se présente fauché et désespéré, ai-je dit, parlons de chiffres. Je suis bonne en chiffres. C'est d'ailleurs ce que je fais dans la vie. Marisol a bougé sur son siège. Virginia
Je ne pense pas Elena, ai-je dit. Calmement. Mon nom est Elena. Elle a fermé la bouche. J'ai regardé le papier, bien que je n'en ai pas eu besoin. J'avais mémorisé chaque ligne, mais je voulais qu'il la voie. Je voulais qu'il comprenne que c'était documenté, que ce n'était pas une motion, que c'était un enregistrement. Février 2022. J'ai dit 22 000 $. À compte fournisseur, tu as dit 4 mois. Pour me rembourser. Tu as dit. La table était absolument immobile. Septembre 2022, 31 000 $. Dette de photographe, facture de fleuriste, 2. Chèque sans provision. 90 jours, tu as dit. La main de mon père, qui reposait sur la nappe, s'est aplatie et est restée immobile. Avril 2023, 18 000 $. Loyer de studio, frais d'exploitation, dans l'année, tu as dit. Ma mère avait arrêté de me regarder. Elle regardait Marisol. Juillet 2023, 11 000 $. Décalage de trésorerie, 3 semaines maximum, tu as dit. J'ai marqué une pause. Tu as utilisé le mot maximum. Quelqu'un au milieu d'eux. La table, je pense que c'était mon cousin Roberto, a expiré lentement par le nez. Novembre 2023, 9 000 $. Staffing et équipement pour un événement de vacances. J'ai levé les yeux. Pas de délai de remboursement cette fois. Tu as juste dit que tu t'en chargerais. J'ai posé le papier. Janvier 2024. 15 000 $. Une réservation pour un événement d'anniversaire. D'entreprise. Tu as dit que c'était l'événement le plus important de ta carrière. Jusqu'à présent. Je l'ai viré le même après-midi. Marco Ibarra, qui était assis très immobile à côté de Marisol, a légèrement tourné la tête vers elle. Pas de façon spectaculaire, juste un petit mouvement précis, du genre qui signifie que quelque chose a été enregistré. Août 2024, ai-je dit, 26 000 $. 7. Fête, les fleurs, le photographe, l'acompte de la restauration, le fond, le guitariste, les coups d'image. J'ai laissé cette phrase flotter dans les reins. Moment. Tes mots. J'ai pris mon téléphone, j'ai tourné l'écran pour que les personnes les plus proches de moi puissent voir l'application bancaire ouverte. Sur mon historique de transfert. 132 000 $, ai-je dit. Sur 4 ans. Chaque centime documenté. Chaque transfert horodaté. J'ai regardé ma sœur. Directement. Montant remboursé à ce jour. 0. Le silence après ce nombre était différent du silence qui l'avait précédé. Le premier silence était celui dans lequel les gens tombent quand ils attendent de voir ce qui se passe. Ce silence était le genre qui se produit quand quelque chose s'est déjà passé. Que la pièce ne l'a pas encore rattrapé. Marisol a dit, ce n'est pas tu. Donne l'impression que je lis des relevés bancaires. J'ai dit, voulais-tu me dire quel transfert est incorrect? Elle n'a rien dit. Ranata Ibarra a posé son verre avec un mouvement précis et délibéré. Elle a sorti de son mince sac en cuir à côté de sa chaise et a sorti son téléphone. Elle a ouvert quelque chose. A commencé à lire. Son visage n'a pas changé, mais son attention s'est aiguisée. D'une manière visible même de l'autre côté de la table. Marco a regardé sa mère. Puis Marisol. Tu m'as dit que ta famille était financièrement stable, a-t-il dit. Sa voix était calme, contrôlée, le genre de contrôle qui travaille très dur. Nous le sommes, a dit Marisol rapidement. Tu m'as dit que ton entreprise avait eu sa meilleure année l'année dernière. Elle l'a eu. C'était un fort. Tu as dit à ma mère, a dit Marco quand elle lui a posé des questions. Sur les finances avant le mariage, que tu avais 40 000 $ d'économie personnelle et aucune dette commerciale en suspens. La posture de Marisol a changé. À peine, mais je l'ai vu. Ranata a levé les yeux de son téléphone.
J'ai fait examiner ses relevés, a-t-elle dit. Sa voix était professionnelle. Sans hâte, la voix de quelqu'un qui a délivré des informations difficiles dans des contextes formels de nombreuses fois et comprend que le sang-froid est la chose la plus puissante que l'on puisse apporter à une table. Par un collègue. Un expert médico-légal. Elle a regardé Marisol fixement. Les documents que tu as fournis étaient incohérents avec ton historique de compte réel. Les soldes qui apparaissaient dans les captures d'écran ne correspondaient pas au enregistrement de transactions que j'ai pu vérifier par d'autres moyens. Elle a marqué une pause. Je suis dans le droit des sociétés depuis 30 ans, Marisol. Je sais à quoi ressemblent les documents modifiés. La table avait cessé de prétendre être une fête. Marco s'est levé. Pas avec dramatisme, pas avec une voix forte. Il s'est simplement levé. Et le fait de se lever disait tout. Combien dois-tu en fait, a-t-il demandé. Au fournisseur, au créancier. À qui que ce soit. Total. Marisol l'a regardé, puis la table. Et puis quelques. Par au-delà de deux, vers un point sur la clôture arrière qui n'avait pas de réponse pour elle. Marco, le total, a-t-il dit à nouveau. Elle a dit, un chiffre assez bas pour que certaines personnes au bout de la table se penchent. 88 000 $ de fournisseurs, de cartes de crédit, de facturants. Suspens qu'elle reportait depuis 6 mois. Plus les 132 000 $ qui me sont dus. Qu'elle n'a pas inclus et que je n'ai pas ajouté dans ce moment, car il n'y avait pas besoin. La pièce comprenait déjà l'architecture de ce qui avait été construit ici. Il voyait juste maintenant les fondations sur lesquelles il avait été construit. Mon père a parlé. Il avait l'air plus âgé qu'il y a 40 minutes, c'est la façon dont fonctionnent certaines réalisations. Elles ne changent pas seulement ce que vous savez. Elles changent votre regard. Virginia, a-t-il commencé, puis s'est corrigé. Elena, où as-tu trouvé 132 000 $? Tu conduis une voiture d'occasion. Tu vis dans un appartement d'une chambre dans le nord de Phoenix? J'ai dit, oui. Il a attendu. J'ai hérité d'argent. J'ai dit, de grand-mère Clara il y a 14 mois. Ma mère a fait un son qui n'était pas tout à fait un mot. L'avocat vous a envoyé des avis à tous pour la lecture du testament. J'ai dit, personne n'est venu. Je me suis assise dans le bureau de Donald Park seul et j'ai écouté ce qu'elle avait décidé. Elle m'a légué sa succession. La maison sur Bearwood Drive, ses comptes d'épargne, son assurance vie, tout. J'ai regardé ma mère. Elle était très spécifique sur la raison. Combien, a demandé ma tante. Rosa. La succession totalisait un peu moins de 800 000 $. J'ai vendu la maison, j'ai investi le produit avec un gestionnaire de patrimoine, j'ai gardé le même appartement et la même voiture parce que je n'avais pas besoin de changer quoi que ce soit. Je vis de mon salaire. L'héritage est dans un portefeuille depuis 14 mois. J'ai marqué une pause. Il a augmenté, a dit ma mère. Elena, qu'est-ce que ça signifie? Je leur ai dit ma valeur nette actuelle. Le chiffre a atterri sur la table comme quelque chose tombé d'une hauteur significative. Mon cousin Roberto a murmuré, elle est millionnaire. Ma tante Rosa s'est assise sur sa chaise. Mon père a posé ses deux mains à plat sur la table et les a fixées. Marisol me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant sur son visage. Pas de la colère, pas de l'embarras, pas exactement quelque chose de plus fondamental que l'un ou l'autre de ses sentiments. L'expression de quelqu'un qui a construit toute une compréhension d'une relation et vient de découvrir que cette compréhension était fausse dans toutes les directions. Elle pensait être la personne qui avait réussi. Elle pensait être celle qui avait accompli. Elle pensait être la fille dont il fallait être fier. Et elle avait passé 4 ans à traiter la
Femme avec 7 chiffres dans son portefeuille d'investissement de K2. Charité. Tu savais, a-t-elle dit. Quand tu m'as donné l'argent, tu savais. Pas pour les 3 premiers transferts, ai-je dit. J'ai hérité. Il y a 14 mois. Les premiers 106 000 $ que je t'ai donnés, je les ai donnés de mes propres économies. De l'argent que j'avais accumulé en une décennie de travail et de vie prudente. De l'argent réel, de l'argent dur. Je l'ai regardé. Les derniers 26 000 $, la fête de fiançailles. Oui, je le savais. Alors. Je les ai virés du compte d'héritage et je me suis dit que c'était de la générosité. J'ai marqué une pause. Ce n'était pas le cas. C'était la dernière chose que j'étais prête à faire pour que tu me voies. L'honnêteté de. Cette phrase semblait coûter quelque chose dans la pièce. Plusieurs personnes ont détourné le regard. Ranata Ibarra a repris la parole. Marco. Juste son. Non, mais il avait une direction. Il a hoché une fois la tête et sans regarder. Marisol, il a dit, j'ai besoin d'un peu de temps. Il s'est éloigné de la table par le portail latéral, à l'extrémité de la cour. Ranata l'a suivi. Deux de leurs parents ont échangé un bref regard et ont suivi également. Le portail s'est fermé derrière eux. Marisol les a regardés partir. Sa main reposait sur la table où la main de Marco avait été 30 secondes plus tôt. La bague de fiançailles a attrapé la lumière de l'après-midi. Elle l'a regardé, puis a détourné le regard. Ma mère a dit, je ne savais pas, elle a dit. Pas. Pour tout ça. L'argent, les transferts, le testament de ta grand-mère. Tu n'es pas venu à la lecture, ai-je dit. Pas comme une accusation, mais comme un fait. Je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit, maman. Je l'ai dit. Doucement. Tu n'es pas venu parce que tu as supposé qu'il n'y avait rien pour toi pour lequel te présenter. Tu as supposé que la succession de grand-mère Clara serait répartie comme toutes les successions sont partagées entre les enfants, transmises ainsi. Tu n'as pas pensé à ce qu'elle aurait pu voir ou décider ou vouloir dire. Je l'ai regardé. Tu n'as pas pensé qu'elle regardait. La main de ma mère était toujours tendue sur la nappe. Je l'ai regardé. Elle regardait, ai-je dit. Elle a regardé pendant des années. Elle a vu qui se présentait et qui ne se présentait pas. Elle a vu qui choisissait les présences et qui choisissait la commodité. Elle a pris sa décision en conséquence. Je n'ai pas pris la main de ma mère. Pas encore. J'avais besoin qu'elle s'attarde un instant de plus sur l'espace entre nous pour en ressentir les dimensions réelles avant de la laisser le combler. Mon père a dit, le testament. Est-ce qu'il nous mentionnait? Est-ce que Clara a dit quelque chose sur pourquoi nous n'étions pas? Il y avait une lettre, ai-je dit. Donald Park me l'a donnée. Elle m'était adressée, pas à vous. Je l'ai lue plusieurs fois. Je l'ai regardée. Elle disait qu'elle vous aimait. Elle disait aussi que l'amour sans présence est un concept, pas une pratique, et qu'elle voulait léguer sa succession à quelqu'un qui comprenait la différence. Il a absorbé cela. C'est juste, a-t-il dit finalement. Doucement, comme un verdict qu'il était arrivé lui-même. C'est juste. La fête s'était entièrement dissoute à ce stade. Plusieurs amis de Marisol s'étaient excusés une par une au cours des 20 dernières minutes. Le photographe avait rangé son matériel et s'était glissé par la porte d'entrée. Le guitariste avait arrêté de jouer à un moment donné, et je ne m'en étais même pas rendu compte. Le personnel de restauration se déplaçait discrètement près du mur arrière, incertain de savoir s'il fallait commencer à débarrasser les assiettes. Mon oncle Hector, le frère aîné de mon père, un homme qui parle rarement et dit toujours ce qu'il pense, s'est levé de sa chaise à l'extrémité de la table. Il a
parcouru l'espace et s'est arrêté à côté de moi. Il a posé brièvement sa main sur mon épaule. Tes abuelos seraient fiers, a-t-il dit. Puis il est retourné à sa place. C'était le plus que quiconque dans cette famille m'avait offert. Depuis des années. Marisol était toujours assise à sa chaise. La robe de soie rose. Le mascara ruiné qu'elle avait essayé de tenir pendant les 30 dernières minutes. La bague à sa main qui représentait soudainement une question plutôt qu'une réponse. Elle a dit, vas-tu la réclamer? L'argent? Non, ai-je dit. Elle a levé les yeux. Je ne vais pas vous poursuivre en justice. Je ne vais pas déposer une plainte. Je n'enverrai pas de lettre de mise en demeure. Les 132 000 $ sont partis. J'ai soutenu son regard. Mais c'est le dernier présent que tu recevras de moi. Pas pour le travail, pas pour les urgences, pas pour un mariage ou une location de salle ou un contrat de location de voiture ou un décalage de trésorerie. Nous avons définitivement et complètement terminé en tant que partenaire financier. Ce n'est pas négociable et ce n'est pas temporaire. Elle a hoché la tête. Petit mouvement comme quelqu'un qui accepte une sentence qu'elle savait juste même si elle faisait mal. L'autre chose que j'ai dite, ai-je poursuivi, c'est que je n'assisterai pas à ton mariage s'il a lieu avant que tu n'aies été complètement honnête avec Marco au sujet de la dette, des relevés que tu as donnés à sa mère, de tout. Je me suis levé, j'ai lissé mon jean, j'ai pris mon sac. Il mérite de prendre sa décision avec des informations réelles. Tu n'as pas le droit de construire un mariage sur les mêmes fondations que tu as construit ton entreprise. J'ai regardé mes parents. Je vous aime tous les deux, ai-je dit. Je veux une relation avec vous, mais j'ai besoin qu'elle soit différente de ce qu'elle a été. J'ai besoin que vous soyez curieux de moi. Que vous posiez des questions sur ma vie comme vous posez des questions sur la sienne, que vous voyez ce que j'ai construit au lieu de supposer que je n'ai rien construit. J'ai marqué une pause. Je n'ai pas besoin que vous soyez parfait. J'ai besoin que vous essayiez. Ma mère pleurait doucement. Mon père n'avait pas bougé. Je vais rentrer chez moi. Maintenant, ai-je dit. Quand vous serez prêt à recommencer, vous savez où me trouver. J'ai traversé le jardin, senti l'air chaud d'avril sur mon visage. La légère odeur de la nourriture de la restauration qui se refroidissait, le son des guirlandes lumineuses qui bourdonnaient doucement au-dessus. J'ai passé l'arche de fleurs, fleurs blanches, verdure, un fond construit pour annoncer une histoire d'amour, et à travers le portail latéral, mon accord était garé. Exactement où je l'avais laissé. Entre le Range Rover et la berline Ibarra. Exactement aussi ordinaire et aussi fiable qu'elle l'avait toujours été. Je suis monté dedans, j'ai démarré le moteur, j'ai enclenché la marche arrière. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. J'ai pris l'autoroute en direction du nord, les fenêtres baissées et les boucles d'oreilles en or de ma grand-mère attrapant la lumière de fin d'après-midi et le sentiment propre et spécifique de quelqu'un qui a enfin dit la chose qu'il aurait dû dire il y a des années et qui a survécu à ça. Prononciation. Mon téléphone est resté dans mon sac. Je ne l'ai pas vérifié. Je savais déjà ce que les semaines à venir apporteraient. Je n'avais pas besoin de me précipiter vers eux. Ils arriveraient à leur propre rythme. Comme les conséquences le font toujours. Je suis rentré chez moi, j'ai fait du thé, je me suis assise sur mon canapé dans le silence de mon appartement, j'ai écouté le soir s'installer autour de moi, et pour la première fois depuis 4 ans, je n'ai ressenti absolument rien qui avait besoin d'être géré. La première semaine après le pique-nique fut plus calme que je ne m'y attendais. Pas de silence, mon téléphone a produit un flux constant de messages de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Des cousins qui prenaient des nouvelles. Des tantes qui traitaient. Mon oncle Hector m'a envoyé un seul SMS qui disait simplement,
Ta grand-mère a bien choisi, mais le silence dans ce qui compte. Le silence intérieur, l'absence du bruit de fond que je n'avais même pas pleinement remarqué jusqu'à ce qu'il disparaisse. Pendant 4 ans, j'avais porté un poids spécifique. Pas le poids de l'argent, bien que ce soit réel. Le poids de gérer la façon dont j'étais perçu alors que je savais que la perception était fausse. Le poids d'être appelé invisible par les mêmes personnes que j'aidais silencieusement à flotter. Ce poids avait disparu maintenant. Pas parce que la situation s'était résolue, ce n'était pas le cas. Pas encore, mais parce que j'avais arrêté de prétendre qu'elle n'existait pas. C'est ce que le silence ressemblait. L'absence de prétention. Ma semaine de travail était normale. Mardi matin, j'étais à mon bureau à 7h15. J'ai revu un audit d'approvisionnement pour un client à Flagstaff. J'ai laissé une équipe faire son point à 10h. J'ai déjeuné à mon bureau. Reste de pâtes. Je les ai mangés froids parce que j'avais oublié de les réchauffer et j'ai décidé que cela ne valait pas le déplacement jusqu'à la salle de pause. Mercredi, l'appel a commencé. Ma mère a appelé en premier. Mardi soir, en fait, avant même que je sois rentré au travail une journée entière. Je l'ai laissé sonner et j'ai écouté le message vocal plus tard dans la nuit. Elle ne s'est pas excusée dedans, pas directement. Elle a dit qu'elle était levée depuis 4h du matin et qu'elle avait écrit des choses qu'elle voulait dire, des choses qu'elle aurait dû dire. Il y a des années. Sa voix s'est cassée plusieurs fois. Elle a dit qu'elle avait essayé d'appeler 2 fois, puis supprimer les messages vocaux parce qu'ils n'étaient pas encore corrects. Celui-ci, a-t-elle dit, elle l'envoyait avant de pouvoir le supprimer aussi. Je l'ai écouté 2 fois. Je n'ai pas rappelé cette nuit-là. Mais j'ai noté quelque chose. Le message vocal n'était pas une performance. Il n'y avait pas de public. C'était une femme de 62 ans à 4h du matin qui essayait de trouver les bons mots dans le noir. Cela m'importait. Mon père a appelé jeudi. N'a laissé aucun message vocal. A rappelé samedi matin. A laissé un message de 42 secondes, ce qui est très long pour un homme qui, historiquement, communiquait par hochement de tête et métaphores sportives. Il a dit qu'il m'avait écrit une lettre, une vraie lettre sur papier, qu'il avait jeté 11 brouillons, que le 12e, il le gardait parce qu'il ne pensait pas pouvoir faire mieux, et qu'il l'envoyait cet après-midi-là. J'ai reçu la lettre 4 jours plus tard. Elle faisait 2 pages, recto verso, de sa propre écriture, qui est l'écriture soignée d'un homme qui avait appris que le cursif était trop informel pour les choses importantes. Je ne répéterai pas ce qu'elle disait car elle n'était pas écrite pour un public. Mais je vous dirai que je l'ai lu 3 fois. Et à la 3e lecture, j'ai pleuré, pas exactement de tristesse, mais de la reconnaissance que la personne qui avait écrit ces 2 pages n'était pas la personne pour laquelle j'avais simulé le pardon toutes ces années. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas encore entièrement. Quelqu'un qui valait la peine d'être connu. C'était son propre sentiment. Compliqué. Le deuil du temps perdu. L'espoir prudent pour ce qui pourrait être possible. J'ai écrit une réponse d'1 page. Je lui ai dit ce dont j'avais besoin, clairement et spécifiquement. De la même manière que je présenterai un rapport financier. Pas d'adoucissement, pas de piste cachée. J'ai besoin que tu sois curieux de moi. J'ai besoin que tu poses des questions et que tu attendes les réponses. J'ai besoin que tu arrêtes de mesurer ma valeur à l'aune de si elle ressemble à la sienne. Je lui ai dit que les 6 années d'être négligées ne m'avaient pas brisé, mais elles avaient construit un mur qui allait nécessiter un effort délibéré et constant pour être démantelé. J'ai dit que j'étais prête à essayer s'il était prêt à travailler. Ensuite, j'ai mis la lettre dans une enveloppe, j'ai écrit son adresse dessus, et je l'ai postée.
Petite action, grand sens. Marisol était une situation complètement différente. Elle n'a pas appelé dans la première semaine. Elle a envoyé un SMS mercredi. Un message court et inhabituellement sobre. Pas de chaleur, pas de performance, pas d'excuses enveloppées dans un compliment. Juste, j'ai réfléchi. Je ne sais pas comment arranger ça. Je ne sais pas si je peux, mais je voulais que tu saches que j'y réfléchis. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis laissé m'asseoir sur le fait que c'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait envoyée depuis des années. Pas de demande jointe, pas d'urgence, pas de promesse, juste une admission. 2 jours plus tard, elle a envoyé un SMS à nouveau. Marco et moi sommes en pause. Sa mère veut une divulgation financière complète avant que toute conversation de mariage ne reprenne. Je rencontre un comptable la semaine prochaine pour organiser tout ça. Elle a marqué une pause. Je pouvais le dire car il y avait une deuxième bulle de texte plus tôt qu'une continuation de la première. Le fleuriste a rappelé Pic Valet. Je vais leur rappeler aujourd'hui. J'ai répondu à celui-là. 3 mots. Bien. Fais-le. Elle a envoyé un pouce levé. Rien de plus. Ce que je ne savais pas est que j'ai appris plus tard par ma cousine Diane, qui semblait être devenue le réseau d'information de la famille par simple proximité, c'est ce qui se passait du côté des Ibarra. Ranata, il s'est avéré, n'était pas partie de la fête de fiançailles et n'était pas rentrée chez elle pour bouder silencieusement. Elle était rentrée chez elle et avait passé la semaine suivante à faire ce qu'elle avait apparemment fait tout au long de sa carrière professionnelle. Confrontée à une situation nécessitant de la clarté, elle a rassemblé des informations systématiquement et a pris des décisions basées sur ce qu'elle a trouvé plutôt que sur ce qu'elle espérait. Elle a fait examiner les documents financiers que Marisol avait fournis par un expert médico-légal. Son collègue expert médico-légal y a passé 4 heures. Le verdict fut celui que Ranata avait suspecté à table. Les documents avaient été manipulés. Solde de compte photographié à des moments précis pour montrer des chiffres favorables qui ne reflétaient pas la position financière réelle. Factures sous-estimant les rapports de revenus qui reflétaient un trimestre solide isolé d'une tendance à un déficit soutenu. Ranata a présenté ses conclusions à Marco lors d'une réunion qui, selon tous les récits, a duré la majeure partie d'un samedi après-midi. Marco n'était pas quelqu'un qui prenait des décisions rapides. Il était méthodique et constant, des qualités qui lui avaient bien servi dans l'entreprise de son père, et il a appliqué ces mêmes qualités à la pire conversation de sa vie personnelle. Il n'a pas rompu les fiançailles. Pas cette semaine-là. Ce qu'il a fait, c'est donner à Marisol une condition spécifique et non négociable. Elle rencontrerait le comptable de sa famille, fournirait tous les documents financiers qu'elle avait sans sélection ni édition, établirait un plan de remboursement de dette avec tous les fournisseurs en suspens. Et suivrait une thérapie financière pendant un minimum de 3 mois avant que toute conversation de mariage ne reprenne. Elle rédigerait également des lettres formelles d'accusés de réception aux fournisseurs qu'elle avait évités, non seulement en les payant, mais en reconnaissant l'évitement. Marisol a accepté tout cela. Je le sais parce qu'elle me l'a dit. 2 semaines après le pique-nique, elle m'a appelé un dimanche soir. J'étais dans ma cuisine en train de préparer le dîner. Oignon dans une poêle, odeur d'ail réchauffant dans de l'huile d'olive. J'ai failli ne pas décrocher. Puis je l'ai fait. Elle n'a pas commencé par bonjour. Elle a commencé par j'ai vendu la voiture. J'ai baissé le feu. Le comptable de Marco a dit que c'était la dépense mensuelle inutile la plus importante. 690 $ par mois de location plus assurance plus ce que je dépensais en entretien et parking pour les événements. Je l'ai revendu à la concession cette semaine.
Une pause. Je conduis l'ancienne Camry de papa. Comment te sens-tu, ai-je demandé. Horrible, a-t-elle dit. Et aussi. Comme la première chose honnête que j'ai faite en 2 ans. Je n'ai rien dit. Laissez-lui ça. J'ai supprimé mon Instagram, a-t-elle dit, il y a 8 jours. Je sais. Ma thérapeute dit que j'ai quelque chose qu'elle appelle une dépendance à l'image. Que j'ai bâti toute ma valeur sur la perception externe. Et quand la perception a été menacée, j'ai fait des choix de plus en plus malhonnêtes pour la protéger. Elle a marqué une pause à nouveau. Elle a dit. J'ai probablement commencé à te traiter comme une ressource plutôt que comme une personne quelque part entre le 2e et le 3e près, car si tu étais une ressource, je n'avais pas à me sentir coupable. Les ressources non. Pas de sentiments. Les gens en ont. J'ai complètement retiré la poêle du feu. Je me suis assise à la table de la cuisine. C'est exact, ai-je dit. Je sais. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Pas une petitesse jouée. Une vraie petitesse. Le son de quelqu'un sans son armure pour la première fois. Je ne sais pas ce que j'ai vraiment construit. Elena. L'entreprise, la marque, tout ça. Je ne sais pas ce qui est réel et ce qui n'était que moi essayant de prouver quelque chose. Que essayais-tu de prouver? Une longue pause. Que je valais la peine qu'on y prête attention. A-t-elle dit. Que j'étais celle qui avait réussi. Que si je pouvais rendre maman et papa fiers de moi, comme quand j'étais plus jeune, comme ils l'étaient. Avant, elle s'est arrêtée. Je savais qu'ils me prêtaient plus attention. Je savais que tu recevais moins. Je me disais que c'était juste comme ça, que ça ne te dérangeait pas. Elle a expiré. Je n'ai pas vraiment pris la peine de réfléchir si ça te dérangeait. Ça me dérangeait, ai-je dit calmement. Sans animosité. Juste vrai. Je sais, un souffle. Je suis désolé. Je sais que ça ne couvre pas ce que j'ai fait ou combien j'ai pris ou ce que j'ai dit à la fête. Je sais qu'une excuse n'est pas une transaction. Je ne dis pas ça pour obtenir quelque chose. Elle a marqué une pause. Je le dis parce que c'est vrai, et tu mérites de l'entendre, et j'aurais dû le dire il y a des années. Je me suis assise avec ça un moment. L'odeur de l'ail et des oignons était toujours dans l'air. Le réfrigérateur bourdonnait. Dehors, quelqu'un passait la tondeuse à 2 bâtiments de là. Le son flottant par la fenêtre que j'avais laissée ouverte pour l'air du soir. Je te crois, ai-je dit finalement. Cela ne veut pas dire que tout va bien, mais je crois que tu le penses, a-t-elle dit. Elle comprenait. Je lui ai dit là. Même chose que j'avais dite à nos parents en termes légèrement différents. Que j'étais prête à essayer. Que l'essai nécessiterait honnêteté, constance et temps. Que la relation à laquelle j'étais ouverte était différente de celle que nous avions eue. Une où j'étais une personne avec des besoins et une vie et une identité au-delà de ce que je pouvais lui donner. Une où elle était une personne responsable de ses choix. Pas l'enfant d'or et la sœur invisible, juste 2 personnes qui partageaient du sang et une histoire et peut-être, éventuellement, quelque chose comme une véritable confiance. Elle a dit, je ne sais pas. Comment faire ça? J'ai dit, c'est ce à quoi ressemble le début. 2 semaines après cette conversation, j'ai rencontré mes parents pour dîner, un restaurant que j'avais choisi, Lucia et son Camelback, un endroit avec de la bonne nourriture et un niveau de bruit qui exigeait une vraie conversation plutôt que de laisser la table se remplir de performances. Ma mère est arrivée à 17h48, mon père à 17h49. Ils étaient à table quand je suis entré à 18h exactement. Ma mère avait apporté le carnet du thérapeute. Je l'ai remarqué sur la table à côté de son verre d'eau. Celui qu'elle avait décrit au cimetière, celui avec toutes les questions sur moi auxquelles elle ne pouvait pas répondre.
Elle l'avait rempli. Des pages qui étaient vides maintenant portaient son écriture. Des suppositions, des tentatives, de petites recherches qu'elle avait apparemment menées par l'intermédiaire de ma cousine Diane et de mon oncle Hector, et de quiconque avait passé du temps avec moi au fil des ans. Elle l'a fait glisser sur la table quand nous nous sommes assis. Mes devoirs, a-t-elle dit. Je veux que tu me dises où j'ai eu raison et où j'ai eu tort. Je l'ai ouvert. J'ai lu la première page. Elle avait eu raison sur certaines choses. Elle savait que j'aimais les matins, que je préférais cuisiner à aller au restaurant pour les repas de tous les jours, que je conduisais les fenêtres baissées par temps printanier. Elle savait que j'étais précise avec l'argent, que je donnais à des causes auxquelles je croyais, que je n'avais pas besoin de bruit pour me sentir à l'aise. Elle s'était trompée sur certaines choses ou les avait partiellement comprises de manière à révéler les limites de la connaissance de seconde main. Elle pensait que mon livre préféré était celui que j'avais mentionné une fois en passant. Elle pensait que je trouvais les événements familiaux énergisants alors qu'en fait, je les trouvais épuisants. Mais que ça valait le coup quand ils étaient réels. Elle pensait que j'étais satisfaite de la solitude alors qu'en fait, je veux de la connexion. J'ai juste arrêté d'attendre de la trouver dans les endroits où je continuais à chercher. Je lui ai dit ce qui était quoi, corriger les suppositions, ajouter les vraies réponses. Mon père regardait et écoutait et n'essayait pas de remplir le silence avec quoi que ce soit qui n'ait pas été gagné. À un moment donné, il m'a posé une question qu'il n'avait clairement pas répétée. Je pouvais le dire parce qu'il a trébuché avant de commencer et a ensuite dit, je pose ça mal, mais je veux savoir ce que tu construis pour toi-même, pas pour nous. Sur quoi travailles-tu? Je l'ai regardé. En 34 ans, il ne m'avait jamais posé cette question. Je lui ai parlé du plan financier, de la projection de retraite, du travail que je faisais avec Patricia, de l'ambition silencieuse d'avoir assez de liberté d'ici mon milieu de la quarantaine pour pouvoir choisir sur quoi travailler plutôt que de travailler parce que je le devais. Je lui ai parlé des clients de tenue de livres que j'avais envisagé d'accepter en privé, séparément de mon emploi principal, comme moyen de construire quelque chose à moi. Je lui ai parlé du don à la recherche sur la maladie d'Alzheimer que je faisais chaque année au nom de grand-mère Clara. 12 000 $ par an, discrètement. Pas d'annonce. Il a écouté tout ça. Quand j'ai eu fini, il a dit, j'ai été fier de la mauvaise fille pendant 6 ans. La phrase a atterri doucement. Pas de drame. Juste le poids plat et honnête d'un homme qui a pesé quelque chose et a choisi de le dire clairement. Tu peux être fier de nous deux, ai-je dit. Assure-toi juste que tu nous connais vraiment tous les deux d'abord. Il a hoché la tête, a attrapé son verre d'eau, a pris une gorgée, l'a reposé. Puis, il a dit, parle-moi davantage des clients que tu envisages. Et nous avons parlé pendant encore 1h40 de choses qui n'avaient rien à voir avec personne d'autre, de ma vie, de mes projets, de mon travail, du monde tel que je le traversais réellement. C'était le meilleur dîner dont je me souvienne avoir eu avec mes parents depuis une décennie, peut-être jamais. 3 jours après ce dîner, j'étais dans mon appartement un jeudi soir quand Patricia Oay a appelé. J'attendais une mise à jour trimestrielle du portefeuille, le contrôle habituel que nous avions planifié tous les quelques mois. Elle a dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, bon ou intéressant? Elle a dit, les deux. Le portefeuille a bien performé au cours du dernier trimestre, mieux que les projections conservatrices que nous avions bâties autour. La combinaison de la performance générale du marché et de l'allocation d'obligations qu'elle avait ajusté en janvier avait fait passer ma valeur nette à un chiffre qui, si je suis honnête, nécessitait encore un moment de calme quand je l'ai vu écrit. Mais ce n'était pas la chose qu'elle avait appelée pour me dire. Elle avait une référence pour moi. Un nouveau prospect client qu'il avait trouvé par Donald Park.
L'avocat de ma grand-mère, un propriétaire de petite entreprise, 3. Emplacement d'un détaillant d'aliments spécialisé, géré par la famille. Depuis 22 ans. Rentable mais désorganisé financièrement de la manière dont. Beaucoup d'entreprises qui ont toujours survécu par instinct plutôt que par système ont tendance à l'être. Ils avaient besoin de quelqu'un pour construire une véritable architecture financière, pas de la tenue de livre. Exactement. Plus que cela, une gestion financière stratégique. Le genre de travail que je faisais à mon emploi principal, mais appliqué à une petite entreprise qui ne pouvait pas se permettre un directeur à temps plein, mais pouvait se permettre un consultant très compétent. Patricia a dit, je leur ai parlé de ton parcours. Ils aimeraient te rencontrer. J'ai dit, envoyez-moi leur information. Elle a dit, il y a une chose de plus. Une pause. Ils ont un ami avec une situation d'entreprise similaire qui a entendu parler de la conversation et a demandé si tu acceptais d'autres clients. J'ai dit, envoyez-moi leurs informations, aussi. Après avoir raccroché, je suis resté assise un moment dans mon appartement. La lumière du soir entrant par les fenêtres à cet angle bas particulier qui ne se produit que dans les villes désertiques, chaudes et ambrées et un peu sérieuses. Le bourdonnement du réfrigérateur, le son lointain du trafic sur la route principale à deux pâtés de maison. J'ai pensé à ma grand-mère Clara assise sur ce patio d'hôpital 2 semaines avant sa mort, me disant que je m'étais rendu invisible pour que les autres puissent être visibles. J'ai pensé au papier que j'avais posé sur la nappe blanche à cette fête de fiançailles, les chiffres dessus, les années derrière eux. J'ai pensé à mon père me demandant ce que je construisais pour moi-même, pas pour les autres, et attendant réellement la réponse. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Patricia. Réservez les 2 rendez-vous. Et s'il y en a un 3e, réservez-le aussi. Puis j'ai préparé le dîner. Vrai dîner. Pas des restes. Poisson au citron et une simple salade. Un verre de vin que je gardais pour aucune raison sauf que j'attendais la bonne occasion. J'ai décidé que c'était la bonne occasion, non pas parce que quelque chose était terminé. Ça ne l'était pas. La famille essayait encore de trouver comment reconstruire autour d'une nouvelle compréhension de qui j'étais et qui il était. Marisol était dans les premières semaines difficiles à démanteler une performance qu'elle avait passé une décennie à construire. Marco et sa famille prenaient des décisions auxquelles je n'avais aucune part et que je n'interférerais pas. Mes parents apprenaient lentement et avec effort comment voir la fille qu'ils avaient négligée. Rien de tout cela n'était terminé, mais j'avais fini d'attendre que ce soit terminé avant de me laisser vivre. C'était la chose que je faisais depuis des années sans m'en rendre pleinement compte. Attendre. Attendre d'être vu avant de me permettre d'être entière. Attendre que la famille valide ce que je savais déjà avant de le revendiquer pleinement. Attendre que quelqu'un remarque le travail avant de le célébrer. Ma grand-mère n'avait pas attendu. Elle avait construit sa vie de manière silencieuse et réfléchie et l'avait laissée à la personne qui s'était présentée, non pas comme une récompense, mais comme une reconnaissance. Elle m'avait vu avant que je ne me voie pleinement. Je lui devais ça et aux 34 années de moi-même qui restaient devant moi, d'arrêter d'attendre. J'ai mangé le poisson, bu le vin. Regardé le soir du désert s'assombrir dehors par ma fenêtre. Demain, il y aurait plus à régler. Il y en aurait toujours, mais ce soir était déjà suffisant. 6. Mois après la fête de fiançailles, j'ai déménagé dans un nouvel appartement, pas loin, 10 minutes au nord de l'ancien, toujours à Phoenix, toujours une distance raisonnable pour aller au travail, mais plus grand. 2 chambres, ce que je me disais ne pas avoir besoin pendant des années. Un petit balcon orienté à l'est. Ce qui signifie que j'avais la lumière du matin directement, celle qui arrive bas et chaude et fait que même un mardi ordinaire semble avoir une intention derrière lui. Le loyer était de $1,200 par mois,
$450 de plus que ce que je payais. J'ai signé le bail sans y réfléchir pendant 3 semaines comme je l'aurais fait il y a 1 an. Quand je performais encore la frugalité, je n'avais plus besoin de performer. J'ai gardé la même voiture. Certaines choses on les garde. Parce qu'elles sont honnêtes. Je veux vous dire à quoi ressemblaient les 6 mois. Entre ce pique-nique et cet appartement, car l'histoire ne se termine pas à table. Elle ne se termine pas quand le silence tombe ou quand la vérité est dite. Ou quand les gens qui vous ont fait du tort se retrouvent enfin dans les décombres de leur propre choix. La fin est plus silencieuse que cela et plus longue et je pense plus importante. Marisol a complété la divulgation financière que la famille de Marco exigeait. Cela a pris 6 semaines, un bilan complet des dettes de l'entreprise, des soldes de cartes de crédit personnel, des factures de fournisseurs en suspens, et les documents modifiés qu'elle avait fournis à Ranata, qu'elle a reconnus par écrit sans excuse à chaque personne qui les avait reçus. La lettre à Ranata faisait 2 pages. Je le sais parce que Marisol me l'a montrée avant de l'envoyer. Elle m'a demandé de la lire et de lui dire si elle était honnête. Je l'ai lue. Elle l'était. Elle l'a envoyée. La réponse de Ranata est arrivée 8 jours plus tard. 3 phrases. Accusé de réception. Je respecte le courage qu'il faut pour être responsable. Nous vous reparlerons une fois le processus terminé. Pas chaleureux, mais pas fermé. Marco n'a pas rompu les fiançailles. Il les a prolongées indéfiniment, ce qui, en termes pratiques, signifiait qu'aucune date de mariage n'a été fixée, aucun acompte fournisseur n'a été versé, aucune annonce sur Instagram n'a été publiée. Ce que cela signifiait personnellement, c'est qu'il est resté. Il est resté et a posé des questions difficiles et a écouté les réponses et a suivi 4 séances de thérapie financière aux côtés de Marisol parce que, comme il lui a dit, c'est quelque chose que nous devons soit naviguer ensemble, soit ne pas naviguer du tout. Elle m'a dit cela lors d'un de nos appels du dimanche, nous étions tombés dans un rythme de ces dimanches soirs, généralement après 19h, parfois pendant 20 minutes, et parfois pendant 1 heure. Elle était différente lors de ces appels que jamais en personne, ce qui, je pense, était en partie parce qu'elle était différente en général et en partie parce que le téléphone supprimait la performance visuelle. On ne peut pas gérer son expression par téléphone. On ne peut gérer que ses mots. Elle avait commencé à travailler pour une entreprise d'événements locale en tant que coordonnatrice, sans diriger sa propre entreprise, travaillant pour quelqu'un d'autre, apprenant de l'intérieur d'une structure qu'elle n'avait pas construite elle-même. Le salaire était inférieur à ce qu'elle avait projeté pour sa propre entreprise. Dans ses feuilles de calcul optimistes, les heures étaient plus longues que prévu. Elle me l'a décrit comme humiliant d'une manière qu'elle ne pensait pas avoir besoin. Elle a aussi décrit cela comme la première fois en 3 ans qu'elle se couchait sans l'anxiété spécifique d'une propriétaire d'entreprise qui sait que les chiffres ne correspondent pas mais a arrêté de les regarder directement. Je dors maintenant, m'a-t-elle dit un dimanche. Je dors vraiment. Je n'avais pas réalisé combien d'énergie je dépensais à maintenir l'histoire. Je comprenais le coût de maintenance d'une performance que l'on ne peut pas laisser tomber. J'avais regardé pendant des années sans pouvoir nommer ce que je regardais. Qu'est-ce que tu construis maintenant, lui ai-je demandé. La même question que mon père m'avait posée au dîner. Je constatais que c'était la bonne question pour presque toutes les conversations qui importaient. Elle a été silencieuse un moment. Quelque chose de réel, a-t-elle dit. Je ne sais pas encore quelle forme ça prend, mais quelque chose de réel. C'était suffisant. Pour l'instant. C'était exactement suffisant. Mes parents ont suivi une thérapie 2 fois par mois. Ils avaient trouvé une thérapeute familiale nommée Dr Amara Okonko, spécialisée dans ce qu'elle appelait les déséquilibres relationnels. Les schémas qui se développent dans les familles au fil des ans,
souvent de manière invisible, qui façonne la façon dont chaque membre se voit et voit les autres. Ma mère décrivait les séances avec soin, sans trop en dire, mais sans rien cacher non plus. Elle a dit, le docteur Okonko nous a donné un cadre auquel je ne m'attendais pas. Que le favoritisme dans les familles est rarement malveillant et presque toujours inconscient, ce qui ne rend pas son impact moins réel, mais change ce que la guérison requiert. Ce qu'elle requiert, apparemment. Ce n'est pas la culpabilité, mais l'attention, une attention soutenue, délibérée, humble à la personne qui a été manquée. Ma mère essayait de me l'offrir. C'était imparfait. Elle menait encore parfois avec Marisol dans la conversation. Elle commençait encore parfois une phrase par « ta sœur » et devait se reprendre. Elle apprenait une habitude de 62 ans en temps réel, ce qui est lent et parfois inconfortable à observer, mais elle l'apprenait. C'était la différence, pas la perfection. L'effort. Mon père était devenu un poseur de questions. C'était peut-être le développement le plus surprenant de tous. Laurence Vasquez, un homme qui avait communiqué par déclaration et silence pendant 30 ans, avait décidé, quelque part dans les semaines suivant ce pique-nique, qu'il allait comprendre sa fille cadette avant qu'il ne soit trop tard pour la comprendre. Il appelait les mercredis soirs, posait des questions précises, se souvenait des réponses, et y faisait référence lors de l'appel de la semaine suivante. Il a appelé en octobre et a dit, comment s'est passée la réunion avec le détaillant alimentaire? J'avais mentionné le client potentiel de conseil en passant il y a 2 mois. Il l'avait noté. Je lui ai parlé de la réunion. Elle s'était bien passée. Je les avais pris en tant que clients. Nous étions à 3 semaines de la construction de leur système financier, et j'avais déjà identifié 11 000 $ de dépenses annuelles qu'ils ignoraient porter. Il a écouté, a posé une question de suivi sur comment j'avais trouvé l'inefficacité. J'ai expliqué plus en détail que je n'offrais habituellement à personne et il a écouté tout ça. Quand j'ai eu fini, il a dit, tu es très doué pour ça. Sentence simple. Pas de drame. Je sais. Il m'a fallu un moment pour le dire à voix haute. Je devrais l'avoir dit en premier. Il y a des années. Nous sommes restés au téléphone pendant encore 20 minutes à parler de choses sans importance, de la météo, d'un documentaire qu'il avait regardé, d'une réparation que la maison nécessitait, la monnaie ordinaire d'une relation qui a décidé de continuer. En novembre, j'avais 3 clients en conseil parallèlement à mon emploi principal. Le détaillant alimentaire, un petit cabinet d'architecture référé par Patricia, et une imprimerie familiale que mon oncle Hector avait mentionné au propriétaire après que l'histoire du pique-nique avait fait discrètement son chemin à travers le réseau familial. Les revenus de conseil étaient supplémentaires. Je n'en avais pas besoin financièrement, mais cela construisait quelque chose qui me tenait à cœur. La forme d'un avenir où le travail était entièrement le mien. Pas de structure d'entreprise autour, pas de hiérarchie au-dessus de moi, juste le travail et les résultats et les relations construites sur ce que je pouvais réellement livrer. Patricia appelait cela un revenu de portefeuille. J'appelais cela une preuve. Preuve que ce que je faisais discrètement depuis des années, la littératie financière que j'avais construite, appliquée et donnée gratuitement aux mauvaises personnes dans la mauvaise monnaie, avait une réelle valeur. Pas parce que quelqu'un l'avait enfin remarqué, mais parce que je commençais enfin à le facturer. Le facturer est sa propre forme de déclaration. Cela dit, cela vaut quelque chose et je le sais. J'ai continué à faire des dons à la recherche sur la maladie d'Alzheimer, augmentant le montant annuel de 3 000 $. J'ai continué à le faire au nom de mes grands-parents. Discrètement, sans annonce. Ma grand-mère m'avait montré ce que signifiait donner sans performance. J'apprenais encore de cela. Je lui ai rendu visite à sa tombe le 14e mois de son décès.
J'ai apporté des iris violets, sa fleur préférée. Je suis resté là dans la lumière du matin de novembre, fraîche. Pour Phoenix, le genre de froid qui rend l'air pur. Je lui ai parlé du nouvel appartement, du balcon et de la lumière orientée à l'est, des clients en conseil. Et de Patricia et du portefeuille qui avait grandi au-delà de ce que nous aurions pu imaginer toutes les deux quand elle était assise dans cette chambre d'hôpital en me pressant son bracelet dans la paume. Je lui ai parlé de Marisol, qui dormait toute la nuit, et de mon père qui posait des questions, et de ma mère, qui remplissait un carnet avec ses meilleures suppositions sur qui j'étais. Je lui ai dit qu'aucun de cela n'était terminé et que tout était réel. Puis je suis resté tranquillement un moment, ce qui est sa propre forme de conversation avec les gens qui ne sont plus là pour parler. En retournant à ma voiture, je me suis arrêté et j'ai tourné une fois, j'ai regardé la pierre tombale, l'inscription que j'avais choisie. Elle voyait la beauté dans le service discret. J'avais écrit cela à son sujet. Mais debout là dans la lumière de novembre, j'ai pensé que c'était peut-être quelque chose que j'apprenais encore à croire à mon sujet. Pas la partie service. J'en avais fini de faire du service mon identité principale, mais la partie silencieuse. La façon dont la valeur n'a pas besoin d'être annoncée pour être réelle. La façon dont une chose peut être vraie sans que personne ne le témoigne. La façon dont on peut construire quelque chose d'énorme dans le silence pendant que les gens qui ne prêtent pas attention supposent que l'on ne construit rien. Je suis rentré dans le nouvel appartement. Avec le balcon orienté à l'est, j'ai fait du café, je l'ai pris dehors, je me suis assise à la lumière du matin avec mes deux mains autour de la tasse et le morceau particulier d'une vie qui m'appartient entièrement. Je veux vous dire quelque chose avant de finir, et je veux le dire clairement parce que je pense que la version simple est la version qui est vraiment. L'argent n'a jamais été le problème. Je sais que c'est le détail qui vous coupe le souffle. Les 132 000 $. Le portefeuille, la valeur nette révélée à une table de jardin devant 40 personnes qui avaient décidé que je n'étais rien. Les chiffres sont réels et la trahison était réelle et le règlement était réel. Mais rien de tout cela n'est la leçon. La leçon est plus petite et plus difficile que tous ces chiffres. Il s'agit du coup de se rendre gérable. Quand vous décidez consciemment ou non, et le plus souvent ce n'est pas le cas, que votre valeur dépend de votre utilité. Pour les autres, vous commencez à disparaître lentement de petites manières qui ressemblent à de la générosité, du sacrifice de soi et de bonnes valeurs. Vous arrêtez de prendre de la place. Vous arrêtez de demander à être connu. Vous financez les performances des autres tout en assistant à votre propre vie comme une figurante à qui l'on n'a pas donné de réplique. Et la chose terrifiante est que les gens autour de vous s'adaptent. Ils commencent à vous voir comme vous. Vous êtes présentée, comme disponible, comme accommodante, comme celle qui n'a pas besoin de grand-chose et ne se plaint jamais et qui réussira toujours. Et puis ils arrêtent de regarder de plus près. Pourquoi le feraient-ils? Vous leur avez dit par votre silence, votre conformité et votre générosité silencieuse infinie qu'il n'y a rien de plus à voir. Ma famille ne m'a pas maltraité parce qu'ils étaient des gens cruels. Une partie de ce qui s'est passé était de la négligence. Une partie était la cécité particulière qui vient du fait d'avoir un enfant qui se produit bruyamment et un autre qui ne se produit pas du tout. Une partie était la tendance humaine à accorder le plus d'attention aux choses qui en demandent le plus, ce qui signifiait que la crise de ma sœur absorbait l'attention de la famille tandis que ma stabilité était tenue pour acquise. Rien de tout cela ne le rend acceptable, mais le comprendre est différent de l'excuser. Et le comprendre, c'est ce qui permet de choisir quelque chose de différent pour soi-même plutôt que de simplement porter la blessure. J'ai choisi quelque chose de différent, pas de manière spectaculaire. Pas en un seul geste. Une seule allocution ou une seule table dans une cour où la vérité a finalement éclaté.
Je l'ai choisi dans les 3 semaines avant ce pique-nique où je n'ai pas viré d'argent. Je l'ai choisi dans le tableur que j'ai ouvert à ma table de cuisine un mardi soir. Je l'ai choisi dans la lettre que j'ai écrite à mon père. Et le dîner que j'ai demandé dans un restaurant de mon choix et l'appartement avec balcon que j'ai signé sans y réfléchir pendant 3 semaines. Je l'ai choisi chaque matin où je me levais et ne passais pas une heure à gérer la perception que les autres avaient de moi. C'est la pratique, pas la révélation. La pratique, la révélation n'est que le moment où la pratique devient visible. Pour tous les autres. Si vous portez quelqu'un qui a décidé que vous êtes une ressource plutôt qu'une personne, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire à ce sujet. Cela vous appartient de naviguer dans votre temps avec le poids total de votre propre histoire, de votre amour et de votre complexité. Les gens ne sont pas simples. Les familles ne sont pas simples. Les personnes qui nous blessent ne sont presque jamais seulement les personnes qui nous blessent. Mais je vous dirai ceci, la version de vous qu'ils voient n'est pas la seule version. C'est la version que vous leur avez permis de voir pour toutes les raisons qui avaient du sens à l'époque. Et vous avez le droit, à tout moment, y compris celui-ci, de leur montrer quelque chose de plus vrai, de plus grand, quelque chose qui nécessite qu'ils ajustent leur compréhension ou révèlent ses limites. Vous n'avez pas besoin d'un pique-nique, d'un papier ou d'un portefeuille valant 7 chiffres. Vous avez besoin de la décision. La décision que vous n'êtes pas une fonction, que votre valeur ne se situe pas dans ce que vous pouvez fournir. Que l'amour donné sans réciprocité est toujours de l'amour, mais ce n'est pas une relation. Et vous méritez une relation. Que le fait d'être invisible n'est pas la même chose que d'être humble, et être petit n'est pas la même chose que d'être paisible, et se baisser n'est pas la même chose que de choisir de rester immobile. Ma grand-mère savait cela. Elle l'a vécu dans sa vie discrète. D'employer des postes, avec sa maison payée et ses iris violets, et ses yeux qui voyaient tout et ne rataient rien. Elle a essayé de me le dire dans les dernières semaines de sa vie avec le bracelet en or et les mots qu'elle a pressés dans mes mains comme un document. Tu n'as jamais été petite. Tu as choisi de te baisser. Je porte le bracelet tous les jours maintenant. Poignet gauche à côté d'une montre que je me suis achetée le printemps dernier. Rien d'extravagant. Propre et simple et exactement ce que je voulais. Je l'ai acheté un mardi parce que j'en avais envie. Je n'ai pas attendu d'anniversaire ou de raison. Je l'ai juste acheté, mis et porté au travail. C'est ce à quoi ressemble la liberté pour moi. Pas le champagne et la vue sur le Penthouse. Pas la sortie dramatique ou l'effondrement satisfaisant des personnes qui m'ont fait du tort. Juste une montre un mardi. Juste un balcon à la lumière du matin. Juste la propriété calme et simple de ma propre vie. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemble votre version, mais j'aimerais vraiment le savoir. Alors, mettez-le dans les commentaires. Pas la blessure, vous ne devez à personne votre douleur. Mais la version de la liberté vers laquelle vous travaillez. La petite chose que vous voulez revendiquer pour vous-même. Votre mardi qui vous attend. Et si cette histoire vous a trouvé à un moment où vous en aviez besoin, si quelque chose dans ces mots s'est logé à côté de quelque chose que vous portiez, abonnez-vous. Car il y aura d'autres histoires à venir. D'autres vérités dites simplement. D'autres vies qui avaient l'air d'une chose de l'extérieur et étaient quelque chose d'entièrement différent en dessous. Je suis Elena Vasquez. J'ai 34 ans. Je gère mes propres finances, mon propre temps, et de plus en plus ma propre entreprise. Je vis dans un appartement avec un balcon orienté à l'est. La lumière y est extraordinaire.